Alors, on est bien content de vous avoir avec nous. On a quelques citoyens avec nous. La rencontre est enregistrée, mais elle n'est pas en direct. On a eu un certain élément de technologie là, qui ne fonctionnait pas, mais elle va être disponible ultérieurement pour être rendue publique sur notre chaîne YouTube également. Alors, j'espère que vous passez un bel été là, que vous avez pu en profiter malgré le début de l'été qui était un peu plus pluvieux. On a eu des belles températures dernièrement. Votre conseil, pendant l'été, travailler. Souvent, les gens, seulement aussi les conseillers prennent des vacances, prennent peut-être individuellement, mais globalement, les sujets sur lesquels on a débattu continuent de se présenter au niveau municipal. Puis on a eu plusieurs éléments qui ont été ajoutés à notre ordre du jour aujourd'hui. Ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais demander à Mme la directrice générale de nous faire la lecture des points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour et qui vont être débattus aujourd'hui. La parole est à vous, Mme Ouellette. Oui, donc au point 1, on a l'ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 6 juillet 2026. En 3.2, séance extraordinaire du 15 juillet 2026. En 4, administration générale. 4.1, approbation du bordereau des comptes à payer numéro 2026-08. 4.2, entente de service avec la MRC de la Métis, ressources d'aide aux municipalités. En 5, première période de questions. En 6, autorisation de paiement en faveur de construction Albert. En 7, sécurité publique. 7.1, demande de modification du cadre de prévention des sinistres au ministère de la Sécurité intérieure. 7.2, semaine de la sécurité ferroviaire du 21 au 27 septembre 2026. 7.3, autorisation de paiement de la facture 18 800 en faveur de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre du projet en érosion côtière. En 8, travaux publics. 8.1, autorisation de paiement du décompte numéro 1 en faveur de Transport Sébastien Bélanger dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. En 8.2, autorisation de paiement des factures 18 801 et 18 802 en faveur de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. En 8.3, autorisation de paiement de la facture 565 043,10 en faveur de Réal UOC Incorporé dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. En 8.4, autorisation de paiement de la facture 4 562 en faveur de Infrasco Incorporé dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. En 8.5, autorisation de paiement de la facture 202 60 78 en faveur de JMP Consultant dans le cadre du projet de développement de la rue Bellevue. En 9, hygiène du milieu. En 10, urbanisme et développement. 10.1, 192, route de la mer, demande de dérogation mineure, marge de recul. En 10.2, 411, route de la mer, PIIA, bâtiments patrimoniaux, réfection de toiture. En 10.3, règlement constituant le CCU, comité consultatif d'urbanisme. En 11, loisirs, culture et vie communautaire. 11.1, motion de félicitations à Artistes en fête pour le symposium 2026. En 12, période de questions. Et en 13, clôture de la séance. Merci beaucoup, Mme Ouellette, d'avoir fait la lecture des points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour. Alors, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le quorum est là, tous les élus sont présents. L'ordre du jour leur avait été envoyé préalablement, tel que prévu par les règles municipales. Et donc, la rencontre étant ouverte, je vais demander un proposeur ou une proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. C'est Michel Hudon. Donc, point 3, adoption des procès-verbaux. Aujourd'hui, il y a deux procès-verbaux, qui vont être adoptés, celui du 6 juillet et du 15 juillet. Donc, la rencontre ordinaire et la rencontre extraordinaire du 15 juillet. Alors, je vais demander aux élus qui étaient présents s'ils confirment que tous les points colligés à l'intérieur des procès-verbaux leur conviennent. Également, les documents leur avaient été envoyés la semaine dernière. Ils ont pu à la fois s'assurer que les décisions qui étaient transcrites étaient conformes aux instructions des élus, au vote également, qui avait été tenu. Et
de ce que je me rappelle, suite aux commentaires, il n'y avait pas d'autres modifications à faire. Est-ce que les procès-verbaux vous conviennent toujours? Oui. Vous vous sentez prêt à les adopter? Oui. Parfait. Je vais y aller dans l'ordre. Alors, le premier, je vous demanderai une proposition pour la rencontre du 6 juillet 2026. Robin. M. Robin Boucher. Et pour la rencontre du 15 juillet 2026, Richard. M. Richard Larrivée. Voilà, les deux procès-verbaux sont adoptés. C'est des documents publics, c'est des décisions qui sont en tout point conformes aux rencontres qu'on tient à la fois avec nos invités quand on en a. On n'en a pas beaucoup d'invités normalement. Alors on est bien content de les avoir avec nous, mais également c'est les mêmes décisions qui ont été rendues publiques et enregistrées également. Bordereau des comptes à payer en point 4. Donc, nous sommes maintenant à une étape qui est importante, l'adoption du bordereau des comptes à payer. Un bordereau des comptes à payer, c'est une autorisation qui permet à notre directrice générale de procéder à des paiements. Un bordereau va contenir toute la liste des dépenses que le conseil va autoriser aujourd'hui. Quand on a des dépenses à faire, on s'assure qu'elles sont dans un poste budgétaire qui était prévu lorsqu'on a adopté le budget au mois de décembre dernier. Dans le cas où il y aurait une dépense à faire, parce qu'un peu comme vous, parfois il y a des imprévus dans nos activités, dans notre budget, on doit dire à quel endroit on va prendre l'argent. Alors, pour le moment, en fait, toutes les dépenses qui ont été prévues au bordereau sont des dépenses pour lesquelles nous avons provisionné. Notre directrice s'est assurée que les fonds étaient disponibles et que les élus avaient provisionné via leur intention budgétaire cette dépense. Alors, Madame Ouellette, je vais vous demander de faire une lecture des principaux points. Généralement, les municipalités lisent pas publiquement les bordereaux des comptes à payer. De ce que je me souviens, dans la région, on est la seule à le faire. Ça pourrait être un peu long et fastidieux. Nous, on a décidé de lire les montants de plus de 1000 $, pour simplifier un peu la chose. Donc, et ça vous permet également de connaître un peu quels sont les principaux montants qui vont faire l'objet d'une résolution pour le paiement. Madame Ouellette, donc les montants de plus de 1000 $, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, à l'ordre de la MRC de la Métis pour la mise à jour Évin-Bec, donc c'est un montant de 11 643 et 64 sous. En deuxième lieu, on a le centre bureautique pour l'imprimante, donc c'est un montant de 2 249 et 85 taxes incluses. La firme Angla pour un deuxième et dernier versement pour la stabilité d'un talus sur la rue Pelletier, un montant de 2 121 et 29. Ecotech dans le cadre pour Tétratec Ecotech H2O dans le cadre de la mesure des bouts pour les étangs aérés, un montant de 2 457 et 60. Ensuite, ici, on a Tétratec, dans le fond, pour la confirmation au niveau aqueduc égout, 16 098 et 71. Et nous avons Xylem Canada, dans le cadre de l'entretien pour les stations de pompage et l'évaluation, donc 4 843 et 40. Donc, ce qui faisait le tour pour les dépenses de plus de 1 000 $ pour un grand total au bordereau des comptes à payer 2026-08 de 176 882 et 21 sous. Merci beaucoup. Donc, le bordereau des comptes à payer vous avez été transmis également. Vous avez eu l'occasion, j'en ai été témoin, de poser des questions et d'obtenir toutes les réponses à vos interrogations. Avez-vous d'autres questions qui n'auraient pas été répondues? Non. Non, donc vous êtes prêt à l'adopter? Oui. Je vais demander une proposition. Jean-François. Donc, M. Paradis. Prochain point, entente de service avec la MRC de la Métis, ressources d'aide aux municipalités.
En fait, c'est un programme que la MRC met de l'avant pour les municipalités membres de la MRC de la Métis d'avoir accès à une ressource qui est qualifiée en direction générale, en développement également, et qui ponctuellement peut venir en aide sur des enjeux très précis du coaching, de l'accompagnement. Donc, Madame Ouellet, je vais vous laisser quelques mots pour préciser de quelle manière cette ressource-là pourrait être utile. Il faut adopter un protocole d'entente et donc la parole est à vous. Oui, en fait, il s'agit d'un protocole d'entente pour me nommer signataire et nommer également Monsieur le maire pour signer cette entente-là dans un premier lieu. En deuxième lieu, c'est du coaching qui va être fait par Monsieur Jean Robidoux, qui a été embauché par la MRC dans le cadre de différents dossiers d'évaluation qui a été fait ici à Sainte-Flavie, principalement dans le cadre du développement de la rue Bellevue et aussi pour finaliser tout ce qui est en lien avec la recharge de plage. Donc, c'est les dossiers qui sont en cours, les dossiers de développement qui seraient à venir. Le fait que M. Robidoux également est prêt à partager différents outils dont il est habilité à manier. Donc, il va pouvoir nous donner un solide coup de main. Et on a la chance de pouvoir avoir M. Robidoux à très petit taux horaire, étant donné qu'il est subventionné là, très fortement là, par un programme de la MRC de la Métis. Donc, il est disponible là, pour accompagner là, différentes municipalités à la MRC. C'est quoi un très petit taux? Un taux horaire de 20 $ de l'heure qui inclut tous les bénéfices et il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de frais cachés qui viennent s'ajouter. C'est vraiment un 20 $ de l'heure. Pour un consultant senior en développement municipal et gestion municipale, puis pour nous, c'est important comme employeur de pouvoir fournir à nos employés, particulièrement la direction générale, toutes les outils qui lui permettent de mieux performer, de bien comprendre toutes les facettes de son travail et de développer une expertise elle-même là, croissante là, dans sa jeune vie de directrice générale, bien qualifiée, bien entendu, mais on peut apprendre à tous les jours. Donc, autorisation de signer le protocole d'entente? Jenny. Madame Jenny Fortier, merci beaucoup. Le point est adopté. Première période de questions. Alors, pour les gens qui sont familiers, de deux périodes de questions. Il y en a une au tout début, il y en a une à la fin. Vous pouvez donc vous adresser au conseil pour poser les questions que vous jugez pertinentes quant à toute forme d'interrogation que vous pourriez avoir sur la gestion municipale. Il y a des conseils municipaux qui limitent beaucoup les interventions uniquement à des points à l'ordre du jour. Chez nous, on permet toute forme de questions qui a des liens avec des dossiers de gestion courante de la municipalité. Alors, vous devez signifier votre intention de prendre la parole. Moi, je vous accorde la parole. Vous avez généralement là, à peu près 1 minute, préambule et questions comprises pour formuler votre question. Et j'y réponds ou la directrice générale peut y répondre. Et parfois même, certains conseillers, tout dépendant du champ d'expertise de votre question, peuvent y apporter un regard également. Il est possible pour vous de poser une question au début et à la fin aussi. Vous n'êtes pas obligé de choisir est-ce que je pose mes questions à la première période ou à la deuxième période. Vous pouvez faire les deux. On va bien encadrer ça d'une manière très conviviale pour tout le monde. Alors, première période de questions. Y a-t-il des questions provenant de la salle? Madame, j'ai oublié de mentionner, vous nommez, tout simplement, quand vous prenez la parole, vous pouvez vous lever de vous et vous nommer. Françoise Arsenault. Moi, c'est concernant le lieu presbytère. J'aimerais savoir, on sait que la municipalité peut faire une évaluation pour la restauration du lieu presbytère par un professionnel. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les citoyens peuvent consulter ce document de 50 pages, semble-t-il? Bien, les citoyens comme tels, mais notre comité de patrimoine, certainement. On n'a pas eu de demande formelle. Je ne sais pas, est-ce que vous avez formulé votre demande à quelqu'un? Non, pas du tout. C'est un document qui peut être disponible pour notre comité consultatif patrimonial. Okay. Le comité local. Le comité local, oui, vous pourriez avoir une copie. Puis, ça veut dire que je pourrais me présenter ici et demander une copie? Oui, parce que c'est un document qui est assujetti à la loi d'accès à l'information. Je pourrais vous dire non aujourd'hui. Je ne vois pas de raison pour lesquelles je vous dirais non, mais puis vous pourriez faire une demande, puis dans les 30 jours, on sera obligé de vous le donner. Pas de problème.
c'est plus facilitant, je pense. C'est exactement. Puis d'emblée, c'est un document intéressant, de part aussi l'expertise que vous avez dans le domaine. C'est un document qui nous sert aussi à planifier la restauration de notre vieux presbytère. C'est ce que j'avais compris. Je pense que dans un premier temps, on fait les galeries. Hein? Oui, mais en fait, dans un premier temps, effectivement, on a une stratégie qui vise à aller chercher des subventions. On est en attente de certaines réponses. Okay. Il y a des nouvelles subventions disponibles aussi là, qui ont été annoncées par le gouvernement. Donc, on a un retour à l'emploi de notre agent de développement bientôt, là, Roxane, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui revient d'un congé de maternité. Et c'est un des premiers dossiers qu'elle a là, sur sa table à dessin de préparer, de monter une demande là, pour le nouveau programme là, qui permet de financer des réfections de bâtiments patrimoniaux qui sont propriétés d'une municipalité. Est-ce que c'est le fait? C'est tout ça? Programme d'entente du patrimoine? Je ne crois pas. J'ai vu passer ça au moment donné. Je ne sais pas. J'aime mieux pas vous répondre. Non, ça va. OK, merci. Bienvenue. Le programme qui est annoncé il y a un an. De toute façon, Oui, allez-y, madame. Arsenault, on va avoir une rencontre bientôt. Du comité local? Oui, OK, c'est bien. Fait qu'on va pouvoir. Tout à fait. Merci. Bienvenue. Oui. Suzy Marie, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste que merci pour le vol de chien OK, mais j'aimerais ça que vous le détachiez de là. Parce que là, il est beauté à 4 places. Fait que, puis le monde, ils vont se laver les pieds dedans. Fait que là, il y a tout ça de fait sang tout le temps dedans. Je pensais qu'elle allait avoir une douche une année, on avait parlé de ça, mais là, c'est ça. Puis là, le monde va se laver les pieds là, puis là, on n'est pas capable de nettoyer le bol, rien de ça. C'est un. Ouais. Je l'avais amené ici, mais ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Je lui ai dit à quelqu'un de 2 semaines. Bon. Vous avez bien fait là, de. Il y a un matin, vous avez ils ont cette le champ. préoccupation. Moi, simplement, ça peut être attaché avec une chaîne, puis simplement, ce qui permet de le laver, de le nettoyer, puis de remettre de l'eau pour tous les chiens qui fréquentent notre magnifique quai et la promenade. Puis c'est pas des jokes, il y a vraiment du monde qui se lave les pieds là. C'est pas d'âge. Ouais. Bon, ben, c'est un bon point. Je pense que c'est pris en note, Madame la directrice générale. On va agir dans cette direction pour corriger le problème. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions qui proviennent de la salle? Oui? Je voulais juste savoir pour les. Je suis pas un habitué, là, comme vous le Il n'y savez. a pas de problème. Pour les dérogations, c'est plus tard. Je vais vous le nommer. Daniel Dérivé. Puis pour les dérogations, c'est plus tard. Oui, On va c'est pouvoir un parler point. à ce moment-là. Exactement. C'est un point qui va être expliqué par notre journaliste. Les élus vont en prendre considération. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Oui? Oui, j'ai une question, mais ça n'a pas rapport à moi, mais je voudrais comprendre, il y a le monde qui achète des terrains, s'ils mettent des affaires sur leur terrain qui n'est pas permanent, que c'est mobile, pourquoi qu'ils se sont fait déménager leurs affaires? Comme exemple, les 2 bateaux à M. Frédéric, En fait, Cantitru, ils ne dérangeaient pas rien, puis ils sont là, puis ça fait beau avec le paysage. c'est certain que dans le cadre d'un conseil municipal, on ne répond pas nécessairement à des questions spécifiques d'application réglementaire, parce qu'il y a tout un panoplie de facteurs qui vont être pris en compte par nos officiers municipaux, inspecteurs en urbanisme et tout, pour faire respecter notre réglementation. Ce que je peux dire de manière générale, c'est que les terrains en bord de mer sont assujettis à un PIIA, qui est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, les PIA nomment tout ce qui est permis de faire sur le terrain et ce qui n'est pas permis. Et quand les gens se portent acquéreurs, ils signent un document et on leur remet une copie de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Même, on leur en remet une copie avant même qu'ils déposent une offre d'achat. Donc, on s'assure que les gens vont acheter un terrain en toute connaissance de cause,
par exemple, ayant toutes les dimensions du terrain, les normes applicables, autant les normes de recul pour des terrains qui seraient assujettis, ils le sont tous à des marges de recul en lien avec la zone de contrainte, d'érosion côtière, de submersion, et les usages permis sont bien indiqués dans ce document. Donc, sans commenter le dossier précis, il s'avère probablement que l'usage qui était exercé n'était pas conforme, et puis que quand les gens ont des bâtiments, parce qu'il y a certains terrains vacants qui ont eu l'autorisation de construire, par exemple, des gazebos, par exemple, mais ils ont présenté un plan. Ce plan-là a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu une recommandation au conseil en disant c'est conforme à notre PIA ou c'est pas conforme pour telle raison. Puis des fois, on demande aux citoyens d'adapter leur plan pour que ce soit conforme à la réglementation. Moi, ce que j'avais compris, c'est que si c'était pas permanent, que c'était mobile, que ça pouvait tout le temps se faire déplacer. Mais en fait, c'est comme c'est une fausse interprétation, sans rentrer trop dans les détails. C'est comme une roulotte. Une roulotte, c'est pas permanent, mais tu peux pas venir sur un terrain vacant et mettre ta roulotte là à Saint-Fély parce que notre réglementation, il y a plusieurs couches de réglementation, il y a le PIA, mais il y a d'autres couches de réglementation, dont l'utilisation des roulottes sur le territoire, des terrains vacants, puis c'est probablement... Oui, mais si le terrain t'appartient, moi j'ai entendu dire, je l'ai demandé, que tu as le droit de mettre une roulotte pour 5 jours. Encore une fois, je vais vous référer peut-être à notre urbaniste qui fait l'application de notre réglementation, parce que il y a des zones sur notre territoire très différentes. Et donc, je ne peux pas répondre si vous habitez dans le deuxième rang, sur le bord de la mer, est-ce que votre terrain est un terrain agricole, est-ce que vous êtes dans le périmètre du noyau villageois, avez-vous une résidence principale construite sur le terrain, c'est-tu votre roulotte à vous, il y a beaucoup de facteurs. Pour interpréter adéquatement les règlements, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Donc, on ne peut pas, malheureusement, ce n'est pas une règle simple qui s'applique à tout le monde de la même manière. Je demande parce que j'ai été approché pour acheter le terrain en face de chez nous. Là, je veux savoir dans quoi je m'embarque. Moi, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de prendre un rendez-vous dans les meilleurs délais avant de vous compromettre d'aucune manière ou d'une manière ou de l'autre sur un prix, sur une entente, sur une signature de document, tant que vous ne savez pas quels sont les droits que ce terrain-là peut avoir, puis les permissions. Puis notre inspecteur en urbanisme est assez clair dans ses interprétations pour vous permettre de savoir. Vous pouvez lui demander même de vous envoyer un courriel pour avoir un document écrit qui vous protège en même temps. Bien vu. On va poursuivre la rencontre. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous avez d'autres questions, un petit peu plus tard, là, vous gênez pas. Donc, on est au point 6. Autorisation de paiement en faveur de Construction Albert. On vous rappelle que Construction Albert, c'est le constructeur de notre édifice municipal. L'édifice est construit et c'est terminé depuis un certain moment, mais les municipalités, dans leur contrat, se gardent toujours un montant en réserve, au cas où s'il apparaît des défauts, des trucs et tout, donc le montant de la retenue peut être libéré parce qu'effectivement, l'entrepreneur a rempli toutes les exigences et donc c'est une autorisation pour prendre l'argent qui est dans notre compte bancaire, qui était la retenue sur leur contrat total, et la redonner à l'entrepreneur. C'est bien ça, madame? Exactement. Est-ce que j'ai un ou une proposante? Michel. On peut peut-être mentionner le montant, je ne l'ai pas mentionné, là. Oui, certainement. Il s'agit d'un paiement final de 18 681 et 33. Merci beaucoup. Donc, vous êtes toujours en accord avec le montant qui vient d'être nommé, oui, non? Parfait. Sécurité publique demande de modification du cadre de prévention des sinistres au ministère de la Sécurité intérieure. C'est une demande d'appui à une démarche qu'une municipalité a fait, c'est la municipalité de Marianne, Gaspésie. Vous savez, on est dans un contexte où nos deux municipalités ont eu des sommes importantes là, du ministère de la Sécurité intérieure, parce qu'il y a un cadre qui s'appelle le cadre de prévention des sinistres qui permet aux municipalités de déposer des projets et d'avoir des sommes qui permettent de ne pas dépenser de l'argent qui vient directement des taxes municipales, mais plutôt d'une taxation qui est provinciale.
Et donc, la municipalité de Maria nous demande un appui parce qu'elle aimerait dans certains éléments que le cadre soit plus souple pour permettre des choses un petit peu plus... en fait, avoir une approche plus permissive à certains égards. Avez-vous quelques détails à nous donner, Mme Ouellet? Oui, certainement. Donc, en fait, au niveau de la résolution d'appui qu'on nous demande, c'est que le conseil municipal demande au très honorable Yann Laferrière, ministre de la Sécurité intérieure, de modifier les programmes CPS et PGAF, le tout afin de considérer les services de garde en milieu familial comme des entreprises et non comme des résidences, afin de permettre la relocalisation non seulement de la résidence, mais également de l'entreprise qu'elle héberge. Et que le conseil municipal demande à la très honorable Catherine Blouin, députée de Bonaventure, dans leur cadre, alors que nous, on va demander probablement à M. Pascal Bérubé, et ainsi qu'au ministre de la Famille d'entreprendre des démarches auprès du ministère de la Sécurité intérieure pour que les services de garde en milieu familial soient reconnus comme des entreprises dans le cadre du CPS et du PGA. Merci beaucoup. La différence, c'est que les entreprises ont des indemnités plus élevées quand vient le temps de relocaliser leur bâtiment que des citoyens. Il y a des coûts additionnels, il y a des choses qui sont défrayées, puis la municipalité de Maria, présentement, a des situations où elle a des services de garde en milieu familial et l'indemnité accordée pour la relocalisation ne couvre pas tous les coûts que cette résidence-là a, parce qu'elle est considérée comme une résidence, alors qu'il y a un commerce qui est un CPE, il y a une cour aménagée, il y a des choses qui font en sorte que le coût de relocalisation et de réfection équivalent, pas augmenté, serait plus élevé. Donc, on appuie la municipalité de Maria, on en a jasé. On trouve que cette demande-là, elle est légitime, qu'elle devrait être adaptée là, au cadre de prévention des sinistres. Je peux ajouter, c'est parce que ça mettait en jeu la survie du CPE et des familles qui ont des besoins de cette garderie. C'est un très bon point, Mme Fortier. C'est unanime, donc proposé par Lise Roy. Prochain point à l'ordre du jour, donc semaine de la prévention sécurité ferroviaire. C'est du 21 au 27 septembre. On annonce nos clients un peu tôt. Donc, on joint un mouvement de plusieurs municipalités qui ont des installations ferroviaires sur leur territoire. Vous savez, le train circule dans le deuxième rang de Sainte-Félie. Alors, bien que souvent la cohabitation qui fait peur aux gens ou qui est plus problématique, c'est la cohabitation ferroviaire en milieu urbanisé. Il y a également des dangers de circulation dans les zones purement agricoles, avec la machinerie qui traverse et tout. Donc, il y a de la sensibilisation qui doit être faite. La municipalité désire également joindre le mouvement des municipalités qui, lors de cette semaine-là, vont faire différentes actions, campagnes de prévention auprès à la fois de notre population, des usagers du territoire, de la communauté également là, des agriculteurs. Et il y aura des communications dans nos plateformes, réseaux, sites web et pages Facebook. Alors, il faut décréter que nous emboîtons le pas. Y a-t-il quelqu'un qui décrète la semaine de sécurité ferroviaire? Charles Agré. Autorisation de paiement maintenant en point 7.3 de la facture 18 800 en faveur de la FQM. Dans le cadre du projet en érosion côtière. C'est une facture complémentaire. Vous savez, on continue de travailler le dossier. Là. On a jusqu'à la fin de l'année en cours, donc jusqu'au 31 décembre, pour faire des réclamations à l'intérieur de l'enveloppe majorité accordée. Alors, on est en train, entre autres, de faire certaines analyses avec nos firmes d'ingénierie, de voir comment la recherche se comporte, et puis différents suivi lié à l'environnement, lié à la gestion c'est la reproduction du Caplan, entre autres. Donc, il y a plusieurs dépenses qui vont avoir lieu jusqu'au 31 décembre et qui peuvent être assujetties à cette subvention-là. Alors, nous avons reçu une facture de la FQM. Quelques détails, Madame? Oui, certainement. Donc, c'est un montant de 1 208,70 avant taxe qui nous est demandé. Merci beaucoup. Qui propose? Je ne sais pas, Robin Boucher.
Donc, travaux publics maintenant. En point 8.1, autorisation de paiement du décompte numéro 1 en faveur de transport Sébastien Bélanger dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. Donc, vous avez peut-être remarqué que tout juste avant les semaines de la construction, nous avons procédé à certains travaux en haut ici de la rue Bellevue. Travaux préliminaires. On a un projet là, qui, à terme, va faire en sorte que la rue Voilette, encore plus haut, la rue Bellevue, vont être interconnectés, que la municipalité va mettre en vente des terrains. Il y a certains travaux que nous devions faire de manière préliminaire, entre autres pour permettre l'établissement d'une maison et l'approvisionnement permanent en eau et en égout également. Donc ces travaux-là ont été donnés par appel d'offres public. Le plus bas soumissionnaire était la firme de transport Sébastien Bélanger. Dans une réunion précédente, on a octroyé le contrat, les travaux ont été réalisés et même, fait surprenant, les travaux ont été en bas du montant qui était soumissionné. Donc, quelques détails, Mme Ouellette, pour le premier le décompte numéro 1. Oui, certainement. Donc, il s'agit d'un montant demandé de 173 540,37 avant taxe qui exclut une retenue en devenir, un peu comme dans le cadre du même principe comme tout à l'heure avec Construction Albert. Donc, la retenue va être d'un montant de 19 282,26 et c'est un seul et un premier décompte et un seul décompte. Donc, il n'y aura pas d'autres décomptes mis à part la retenue de 19 282,26 pour les travaux qui se sont réalisés. Merci beaucoup. Alors, qui propose le paiement? Jean-François. M. Paradis. Donc, maintenant, autorisation de paiement en 8.2 des factures 18 801, 18 802 en faveur de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. Des factures d'ingénierie, de plan également, du suivi de travaux. Quelques détails, Mme Ouellette. Oui, certainement. Donc, avec la Fédération québécoise des municipalités, la facture 18 801 était principalement pour la gestion de projet par M. Michael Laverdière, ingénieur. Donc, c'est un montant de 648 $ avant taxe qui est demandé. Et puisque le point 8.2 inclut également la deuxième facture de 18 802, le numéro de la facture. Donc, c'est pour l'administration du projet, l'analyse des soumissions justement qui avait été faite dans le cadre du projet de la rue Bellevue, le démarrage du projet, les dessins d'atelier, la gestion, la préparation des plans, la rédaction des devis, la surveillance du chantier, les visites de terrain, l'appontage de construction. Donc, c'est un montant total de 8 041,64 avant taxe. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposant pour le point 8.2? Michel Hulot. Point 8.3, autorisation de paiement de la facture 5654310 en faveur de Réal Huot dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. Quelques détails? Oui, certainement. Donc, il s'agit d'une borne fontaine, étant donné que la borne fontaine qui était située sur la rue Bellevue arrivait en fin de vie. Donc, à ce moment-là, il était préférable justement de remplacer la borne fontaine par une neuve, étant donné que les travaux d'aqueduc, eux, comportaient justement du matériel neuf. Donc, c'est un montant de 4 562,69, taxes incluses. Merci beaucoup. Une proposition, s'il vous plaît? Madame Fortier. Point 8.4, autorisation de paiement de la facture 4562 en faveur de Infrasco Inc. dans le cadre des travaux préliminaires de la rue Bellevue. Quelques détails, Mme Ouellette? Oui, Infrasco ici se trouve à être justement pour le rehaussement de la borne fontaine, donc l'extension complète. Donc, c'est un montant de 1134,02 qui est demandé avant taxe. Alors, qui en fait la proposition? Madame Liseroy. Donc, le point 8.4 est adopté. 8.5 maintenant, autorisation de paiement de la facture 2026-078 en faveur de JMP Consultant dans le cadre du projet de développement de la rue Bellevue. Oui, donc la firme JMP Consultant
C'est pour les frais d'honoraires professionnels de Madame Sarah Wing, biologiste, pour venir repasser sur le terrain la caractérisation des milieux humides dans le cadre du développement de la rue Bellevue. Bien, alors qui a fait la proposition? Richard. De montant? Le montant est d'un total de 1467,38, taxes incluses. Et si je peux me permettre d'ajouter, donc du point 8.1 au point 8.5, c'est 5 dépenses dans le fond qui vont aller via le règlement 2025-13, le règlement parapluie, dans le cadre du développement de la rue Bellevue. C'est excellent. C'est ce que j'allais ajouter. Vous êtes à votre affaire, Madame la Directrice Générale. Pourquoi on les met, non pas dans le bordereau des comptes à payer, puis qu'on les ressort, il y a un souci de transparence pour que vous les voyez passer, mais effectivement, c'est parce qu'elles sont payées par un provisionnement obtenu dans le cadre d'un règlement qui est déjà adopté. Il faut donc avoir des points distincts. Maintenant, point 9, hygiène du milieu. Il n'y avait pas de point en hygiène du milieu. Est-ce qu'il y en a qui s'est rajouté? Non. Donc, point 10, urbanisme et développement. On a 3 points en urbanisme et développement. On a le point 10.1, 10.2, 10.3. Le premier étant 192 route de la mer, une demande de dérogation mineure pour marge de recul. On a la présence là, de notre responsable du dossier d'urbanisme, M. Dumont, qui est là. Alors, on va faire une brève présentation pour les gens présents dans la salle. Le comité d'urbanisme s'est déjà réuni, a fait une analyse de la demande. Juste pour vous dire, c'est pas tout le monde qui est familier avec les demandes de dérogation mineure. Une demande de dérogation mineure vise à faire une demande qui est jugée mineure pour contourner légèrement les règlements avec un argumentaire qui tient la route. Le comité d'urbanisme, lui, va analyser la demande et va juger si, selon son analyse, la demande peut être recevable ou pas. Il va faire une recommandation au conseil municipal et le conseil municipal va recevoir la demande de dérogation mineure, la recommandation également du comité d'urbanisme, mais il peut décider ce qu'il veut. Il peut aller dans la même direction que le comité d'urbanisme, il peut aller d'une manière tout à fait opposée. Donc, c'est le conseil qui a toute la liberté de prendre la décision, de la changer, de l'adapter, de la modifier, de l'accepter en totalité ou de la refuser. Alors, c'est juste pour vous donner un petit peu là, les détails à propos du processus réglementaire d'une dérogation. La parole est à vous, M. Dumont. Oui, donc je vais vous présenter la dérogation mineure et aussi la procédure applicable à une dérogation mineure. Vous voyez sur la page de présentation, j'ai indiqué avec une flèche l'emplacement sur le territoire de la dérogation mineure. C'est à l'endroit du 192 route de la mer. La flèche est dans la gauche, peut-être que vous ne la voyez pas dans votre coin, dans votre angle mort, mais je pense que vous savez c'est où. Le lot 4 71 725 du cadavre du Québec. La dérogation mineure, c'est une procédure d'exception qui permet un écart par rapport à certaines dispositions du règlement de zonage ou du lotissement sous certaines justifications. Les critères de la loi, au départ, c'est un processus qui est encadré par la loi provinciale sur l'aménagement et l'urbanisme. Au départ, la disposition visée doit être admissible à une dérogation mineure selon cette loi-là et selon la réglementation municipale. Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme. L'application stricte du règlement doit avoir pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs en cas d'application stricte ou encore du refus de la dérogation mineure. La dérogation ne doit pas porter atteinte à la jouissance par les voisins de leurs droits de propriété. Ça ne doit pas porter atteinte à la sécurité, à la protection de l'environnement ou à l'intérêt public.
La dérogation mineure, c'est-à-dire elle doit être considérée comme étant mineure. Ensuite, la procédure, il y a le dépôt de la demande, l'analyse et la préparation du dossier par l'administration. Le comité consultatif d'urbanisme, qui est un comité de citoyens et, sur lequel siège un élu, et consulté sur ce dossier-là. L'avis du comité consultatif d'urbanisme est transmis au conseil municipal. C'est une recommandation, alors ce n'est pas une décision. Ensuite, il y a un avis public qui est transmis pour informer les gens, pour que toute personne intéressée puisse s'informer et émettre des commentaires ou poser des questions en séance publique. C'est ce qui va se passer ce soir. Et après avoir pris connaissance, le conseil rend sa décision par résolution. Donc, on rappelle qu'on est sur le terrain du 192 route de la mer. C'est un terrain qui est devenu vacant suite à la démolition de la résidence qui s'y trouvait. La résidence était complètement localisée dans la zone à risque d'érosion côtière. Le terrain possédait une profondeur suffisante pour laisser un espace constructible hors de la zone à risque d'érosion côtière. Le projet consiste à construire une résidence unifamiliale de plein pied, sans sous-sol et sans étage supérieur. La dérogation mineure demandée porte sur deux éléments qui touchent les marges de recul. Au départ, il y a la réduction de la marge de recul avant à 4,51 m au lieu des 7 m qui sont prescrits dans la zone pour la marge avant. La marge avant, c'est la distance minimale à respecter entre la ligne avant du terrain et l'avant du bâtiment. Ensuite, réduction des marges latérales à 1,83 m, ce qui représente 6 pieds de chaque côté plutôt que 2 mètres, c'est-à-dire 6 pieds 6, qui sont les normes pour les marges latérales, ce qui donne un total combiné des marges latérales de 3,66 m plutôt que les 5 mètres qui sont prescrits au règlement. Dans le contexte, dans le fond, ce qui justifie cette demande de dérogation mineure, c'est que la présence de la zone de contrainte liée à l'érosion côtière limite les possibilités d'implantation du bâtiment, étant donné qu'il faut s'éloigner suffisamment du trait de côte du fleuve. Ensuite, le bâtiment doit être constitué d'un seul étage, sans sous-sol et nécessite donc une plus grande superficie au sol. Le comité consultatif d'urbanisme a constaté ce qui suit là, comme élément favorable pour la demande. C'est qu'au départ, la demande est admissible selon la réglementation. La demande était conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. Les besoins en superficie pour le bâtiment, pour la résidence et le garage sont justifiés. Le terrain est considéré comme étant constructible. Les marges latérales demandées ont un impact limité sur les propriétés voisines. Et l'objet de la dérogation mineure n'avait pas d'impact sur la sécurité, sur la protection de l'environnement et le bien-être général. Les éléments considérés comme défavorables, c'est-à-dire que l'empiètement dans la marge avant a été jugé trop important, en raison notamment du fait qu'on est sur une route, une route provinciale avec une vitesse de base à 90 km/h, ce qui peut entraîner des conflits, là, notamment avec le déneigement, avec le fait que les véhicules de déneigement peuvent projeter des débris sur les bâtiments s'ils sont trop proches. Ça peut aussi nuire le recul des véhicules qui opèrent dans le stationnement. Il a été considéré aussi qu'il était possible de modifier le projet afin de limiter l'empiètement dans la marge de recul avant. Pour montrer le milieu environnemental, dans le fond, c'est que là, on voit
la route 132 qui traverse l'écran. On a une habitation du côté gauche, à l'ouest, qui est à plus de 40 pieds là, de la limite du terrain. Et à l'est, il y a un chalet qui lui est complètement situé dans la zone à risque de mouvement de sol. À l'avant, c'est une terre en culture, on est directement devant le terrain construit. Puis j'ai identifié là, avec un rectangle la position approximative du bâtiment. Par la suite. Là, on voit l'implantation de façon un peu plus rapprochée de ce qui était demandé au départ. Fait que là, on voit à la gauche le terrain complètement avec en haut le fleuve. On voit la zone à risque d'érosion côtière qui est identifiée en trame pointillée. Cette zone-là a été implantée par un arpenteur sur le terrain. Est-ce que tu peux te montrer avec ta souris si quand tu te déplaces, c'est pas tout? Je ne peux pas pointer. Tu peux pas, ça pointe pas? Ok, on va faire, je m'excuse. Je t'en vois comme présentateur. Ok, parfait. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas un petit peu plus dans la description textuelle. J'ai pas de pointeur laser sur cet outil. C'est ça. Fait que la zone à risque d'érosion côtière a été piquetée par un arpenteur pour s'assurer que le bâtiment n'y touche pas. À droite, on voit une vue approchée là, avec la ligne cadastrale de l'avant du terrain. Il faut considérer aussi que c'est mesuré à partir de la ligne de cadastre. Ce n'est pas mesuré à partir de la ligne blanche 132. Fait qu'il y a encore quand même une distance là, entre la ligne avant et l'accotement et la ligne blanche, l'asphalte de 132. Ce qui est en rouge, c'était ce qui était demandé au départ, en rouge de chaque côté, c'est-à-dire à gauche, on voit une bande mince là, qui est le 6 pouces de dérogation du côté ouest. Du côté est, on voit en rouge aussi l'empiètement qui est identifié dans le haut. Et à l'avant, là, on a une ligne rouge aussi de billets qui indique là, que la marge avant, au départ, là, qui était demandée, c'était 4,51 m. La superficie qui est constructive, qui avait été identifiée par l'arpenteur, c'est la trame bleue, les lignes en diagonale bleutée. Ça, c'était la superficie qui était constructive là, en respectant les marges de recul. Donc, je vais y revenir, là, mais je vais indiquer là, la recommandation du comité consultatif du planning. La recommandation, c'est d'accepter quant aux marges latérales pour les dérogations mineures, tandis qu'à la marge avant, c'est de réduire l'empiètement, de réviser l'aménagement intérieur afin d'optimiser l'espace pour permettre que le garage puisse être fonctionnel, mais sans s'approcher autant de la route 132, et de limiter l'empiètement à l'équivalent du prolongement du mur avant principal de la résidence, conformément au plan réalisé. Et c'est ce plan qui est montré là, c'est-à-dire, dans le fond, ce qui est indiqué en vert, c'est la portion de dérogation qui serait recommandée pour l'empiètement dans la marge avant, c'est-à-dire qui serait à 6 mètres au lieu de 7 mètres. Et au lieu du 4 mètres, c'est-à-dire la norme étant de 7 mètres, la dérogation mineure serait accordée à 6 mètres, alors que ce qui était demandé au départ, c'était 4,51 mètres. Et, dans le fond, il serait permis d'empiéter dans la marge latérale, dans la portion indiquée en vert, pour permettre l'optimisation de l'espace du garage en longueur. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
je me lève ou que je viens d'arriver. C'est clair que je n'ai pas tout compris ce que tu as expliqué. Ce que tu dis dans le vert, dans le tableau de droite, ça c'est à l'est. Oui. Puis c'est de ce côté-là que nos futurs voisins pourraient s'élargir pour faire son garage, plutôt que de le prendre devant. Oui. Mais ça, c'est pas accepté. Ce qui est en vert, c'est ce qui est proposé pour être accepté. Okay. Ce qui n'était pas accepté, c'était la portion en avant là, qui s'approche à 4,51 m. C'était cette portion-là. OK. Qui s'avançait jusqu'à 4,50 m au lieu de 7 m. Ben là, dans le fond, la portion en vert, dans le fond, ça recule de 5 pieds par rapport à ce qui était demandé. OK. Puis du côté de chez nous, en fait, là, du côté ouest, on reste à 6 pouces. Ouais. Puis le jour où je vais vouloir 6 pieds. Oui, c'est. Mais c'est 6 pouces qui vient empiéter sur le 6 pieds, sur le. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'être 6 pieds et 6, c'est 6 pieds. Okay. Donc, c'est un empiètement de 6 pouces. Fait que le jour, moi, ce que je vais vouloir bâtir, mettons, dans ce secteur-là, une tiny house ou whatever, est-ce que ça va me nuire? Non. Du tout? C'est sûr que là, dans le fond, étant donné que le bâtiment serait là, vous auriez connaissance de l'environnement. Mais dans le fond, ça ne change pas les marges. Au départ, si on prend le code civil, pour ce qui est des droits de vue, c'est 5 pieds. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de fenêtre qui donne sur un terrain voisin à moins de 5 pieds de la ligne. Fait que là, c'était 6 pieds. OK. Puis pour la sécurité, sur la route 132, on est dans une zone de dépassement. Là. On est dans une zone où il y a le capitaine au nord, ferme Jean-Louis Drapeau, ça circule. L'été, ça bouge. L'hiver, il y a des bancs de neige. Puis j'imagine que là, je ne sais pas ce que vous allez placer votre entrée, là, mais les déneigeurs ils ont tendance à nous souffler ça sur le coin. Puis quand on vient pour sortir, je ne sais pas. C'est des hypothèses, là, mais j'imagine que ça pourrait nuire à la vue là, si c'est trop proche. Ben, ça a fait partie de ce qui était considéré là, avec le 4,50 m. Ça fait partie justement du fait qu'il a été demandé de reculer un peu. C'était justement pour s'assurer que les vues soient dégagées de part et d'autre. Fait que si c'est comme ça, moi, personnellement, je sais que c'est pas moi qui décide, ça serait correct. Puis en passant, merci pour votre travail. Je sais que l'été, puis quand on est en affaires, on sait ce que c'est. Le téléphone, il sonne pareil, même si on est à la maison, puis on est en vacances. J'imagine que c'est la même chose pour vous autres. Fait que merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question qui ne pourrait pas venir également des élus? Oui, j'ai une question. Est-ce que c'est le dépôt final de la demande ou c'est une suggestion? C'est parce que le CCU a fait une recommandation. La partie du dessin que tu as faite en vert, c'est une proposition de monsieur par rapport à la maison? C'est la recommandation du CCU, ça a été présenté au demandeur. OK. Puis ils sont montrés, ils sont montrés ouverts à modifier le projet pour rentrer dans ce cadre-là. J'aurais une question. Madame Fortier? N'importe qui sur la 132 qui veut mettre un garage de toile à son garage, est-ce qu'il peut le mettre? Puis que ça peut bloquer la vue à un voisin? Pour les garages d'hiver? Oui, un garage de toile. Fait qu'un garage de toile vient bloquer la vue. Ben, il faudrait que je vérifie, parce que dans le règlement de zonage, c'est mentionné la distance du garage de toile. Si je ne me trompe pas, c'est soit que le garage ne doit pas dépasser de la limite avant du terrain, soit que c'est 1 mètre de la limite avant du terrain.
Mais ça, cette norme-là est la même, peu importe C'est ça. la proportion. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que je veux que monsieur ou madame ne mettent pas de garage de toile, mais je veux dire, toute personne actuellement qui a une maison, qui a un garage ou pas, peut mettre un garage de toile qui peut bloquer la vue éventuellement à ses voisins s'il veut sortir de la cour. Bon, parfait, merci. Avez-vous d'autres questionnements, interrogations? Chers élus, vous avez eu la présentation de Gabriel. Il vous a présenté également la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Vous avez eu les documents avant. Vous avez, même lors de notre rencontre de mercredi dernier, eu l'occasion de poser des questions pour bien comprendre l'ensemble des enjeux de ce dossier-là. Est-ce que vous vous sentez prêt à prendre une décision? Oui. Oui? Parfait. Vous faites une proposition, Mme Fortier? Je propose d'adopter la demande de dérogation mineure telle que demandée par les citoyens. L'option A, vous avez été présentée. L'option A. Oui, l'option A. Dans notre document de travail. Dans le document de travail. Donc, on a une proposition d'aller de l'avant avec une adoption du projet de dérogation mineure initial. Initial, que le citoyen a déposé. Le même document qu'il a déposé, même si le comité d'urbanisme vous présentait des variantes. Donc, vous dites, on devrait adopter le règlement, la proposition du citoyen. Oui. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui veulent, dans cette optique-là, donner des arguments qui iraient dans la même direction que votre proposition? Ouais, moi, je peux donner quelques explications. Allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez remettre, M. Gabriel, pouvez-vous remettre le plan Toutes les marches. du citoyen avec les marches, s'il vous plaît. Nous, on a considéré, entre moi, je trouvais que la demande considérait la distance du 4,51 m, ça affectait principalement seulement le garage et non la résidence familiale. Donc, ça ne nuisait pas en termes de jouissance, là, en termes de pieds carrés, d'utilisation de la résidence versus le garage. Si ça avait été la résidence, peut-être que j'aurais moins été enclin à accepter la dérogation. Également, on a calculé que la dérogation, bien que la distance soit 4,51 m au lieu de 7 mètres, pardon, que ça restait dans le mineur parce que ça représentait moins de 50% de dérogation. On a aussi considéré, là, on voit un plan nu, là, mais on a regardé, un plan nu, on ne voit pas les voisins autour, mais on a regardé les voisins autour. Puis, avec la matrice graphique, on voit qu'à l'est, le chalet est dans la zone d'érosion, donc ça n'affecte pas directement la propriété voisine en termes de vue, en termes de proximité adjacente du côté est. Du côté ouest, on voit la maison de monsieur ici, qui a une bonne distance quand même, mais que la dérogation, la première version de la dérogation, c'est dans la marge avant, donc vers la 132, puis en face, c'est un terrain agricole présentement qu'ils ont en avant, c'est pas une résidence, donc ça n'affecte pas la propriété en face directement. C'est pas mal ça mon argumentaire que j'avais, si on a d'autres qui veulent rajouter des choses. M. Paradis? Dans la même lignée, c'est compte tenu que à l'arrière, c'est impossible vraiment de se déplacer à l'arrière à cause de la zone qui est à risque. Si on va avoir ce type de résidence-là qui est plein pied, on n'a pas de marge. Puis après ça, de dire retourner à la table de dessin, c'est dire réduisez votre maison. Alors que, je vais dans les lignes que j'ai mis, je pense pas que ça nuit à la jouissance du voisinage, que ce soit un petit peu plus loin la marge avant et qu'elle soit réduite à la marge avant. Et d'autant plus que c'est vraiment juste un coin du garage, c'est pas sur la totalité de la façade que cette marge-là, qu'on trouve plus loin. Moi, je voyais pas que ça pourrait nuire au voisinage, puis ça facilitait ce type de déplantation, qui est un plein pied, pas tout sol. Merci beaucoup.
Y a-t-il d'autres points de vue ou des points de vue contraires? Ben, moi, M. le maire, vu que je suis sur le comité du CCU, je vais suivre la recommandation du CCU d'ajuster le plan en conséquence. Pour cela, ben, moi, je vais demander le vote pour constituer, est-ce qu'on accepte le plan initial ou le plan modifié. J'aimerais revenir à la présentation de M. Dumont concernant les argumentaires. Il y a l'argumentaire de la sécurité. D'un côté, c'est écrit en bas, les risques pour la sécurité, l'environnement et le bien-être général sont jugés négligeables. De l'autre côté, la proximité de la route 90 km/h peut entraîner des difficultés. Fait que la sécurité des deux côtés est dans les deux éléments favorables et défavorables. Le secteur de Saint-Flavie, c'est particulier au niveau de la sécurité. Du côté est, c'est une zone de 50 km/h dans la zone urbaine. Les résidences sont très près de la 132 également. Oui, il y a du déneigement qui se fait, c'est un enjeu du côté est, mais également, comme du côté ouest, oui, la vitesse est plus grande, mais il y a aussi des enjeux de déneigement. Toute une municipalité, même sur le deuxième rang, il y a des enjeux de déneigement. Moi, je ne pense pas qu'on puisse brimer un citoyen de vouloir implanter sa maison en tenant compte de ce facteur-là, parce que tout le monde est affecté par la sécurité routière et par le déneigement. Merci. Y a-t-il d'autres arguments qui n'auraient pas été nommés, comme vous avez nommé en public, ou tout simplement vous êtes prêt à prendre votre décision? Je crois que M. Edmond. Oui, mais on n'est pas rendu à la faire, on est encore en plénière, donc s'il y a d'autres éléments qui peuvent être amenés, parfait. Donc, juste pour être certain qu'on vote sur les bonnes choses, c'est que la proposition de Mme Fortier est de voter sur la demande initiale des demandeurs, c'est-à-dire de faire en sorte que la dérogation mineure telle que demandée puisse être acceptée. C'est bien ça. Aviez-vous, M. Dumont, un visuel de cette proposition-là, s'il vous plaît? Bon, Oui, allez-y. dans le fond, la dérogation mineure avait été présentée, c'est-à-dire qu'il y avait comme 3 volets. Le premier volet était celui-là, je ne l'ai pas en visuel, là. Dans le fond, c'est qu'on allait chercher la marge latérale, là, comme la partie en vert, jusqu'au coin en avant. Je vais aller chercher un outil, c'est-à-dire le laser. Donc, ce qui est demandé au départ, c'était, vous voyez le point, dans le fond, l'option A, c'était que l'agrandissement latéral se prolonge jusque-là, ce qui donnait 4,10 m plutôt que 4,51 m. Ça, c'était l'option A. Il y avait l'option B. Dans le fond, dans toutes les options, le garage, lui, à l'avant, gardait après ça la même largeur ici, donc 4,51 m. Mais il y avait, dans le fond, un agrandissement. La portion latérale, dans le fond, était réduite dans le haut. Ou encore l'option C, où ce que le garage avait cette implantation-là. Il y avait seulement la cuisine qui débordait ici. Donc, la première option, si c'est celle-là que vous voulez voter, qui a été présentée comme option A, c'était vraiment, on prolongeait le garage jusqu'à 4,10 m au lieu de 7 m. Madame Fortier?
faut réitérer, c'est donc la proposition citoyenne volet A. Donc, ce qu'on va faire, juste pour vous donner le déroulement, il y a peut-être d'autres propositions acceptables pour des élus. On va d'abord voter cette proposition-là. Si elle est votée positivement, ben, elle va s'appliquer. Si elle est battue, j'attendrai peut-être une autre proposition qui pourra être mise au vote, le cas échéant. Mais donc, puisque c'est la plus permissive des positions qui a été offerte, je vais la traiter dans l'ordre de priorité. C'est cette proposition-là que je vais soumettre au vote. Ça vous convient comme déroulement? Oui. Parfait. Donc, le vote a été demandé, Madame la directrice générale. Donc, vous devez consigner que le conseiller Robin Boucher a demandé le vote sur la proposition version A, dérogation mineure. Et je vais demander un vote par appel nominal par numéro de siège. C'est-à-dire qu'on va y aller du siège numéro 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, on va demander à chacun des conseillers et conseillères de se prononcer en lien avec la proposition apportée par Madame la conseillère Jenny Fortier. Alors, Madame Liseroy, êtes-vous en faveur ou en défaveur? En défaveur. Mais pas pour, évidemment, les dérogations mineures, c'est simplement la marge de recul. C'est la proposition qui est débattue là, que vous êtes en défaveur. Oui, s'il y a d'autres positions, vous pourrez avoir une position mitoyenne ultérieurement. C'est bien ça? Oui, donc je suis en défaveur. Parfait, merci beaucoup. Madame Fortier. Oui. J'imagine que vous votez oui pour votre proposition. Monsieur Boucher. Je suis en défaveur. Merci. Monsieur Hudon, moi je suis pour. Monsieur Hudon est pour. Monsieur Larbé, pour. Monsieur Paradis. Je suis en faveur. Donc, le vote colligé est 4 élus pour, 2 élus contre. Le maire ne vote pas, sauf en cas d'abstention. Donc, la proposition de dérogation mineure est adoptée au volet A tel que présenté par le citoyen. Le point est clos. Madame la directrice générale, vous l'avez noté, vous avez le compte rendu de chaque vote. Absolument. Parfait. Prochain point à l'ordre du jour. Je pense que monsieur... Monsieur le maire, oui, j'ai vu tantôt qu'il y avait un avis public. Est-ce que je peux donner ou il a été donné? Il a été donné dans le... Non, merci. Dans C'est votre une voyage. obligation, la vie publique doit être. C'est une obligation, dans le cas de la dérogation, un avis public 15 jours minimalement avant la séance du conseil. D'accord. Puis, selon les règles de diffusion, la vie publique doit être affichée au bureau municipal, mis sur le site web et diffusée sur les réseaux sociaux. Peut-être, monsieur le responsable de l'urbanisme, il y a un autre point qui traite de l'urbanisme, c'est le point 10.2, 411, route de la mer, PIIA, bâtiments patrimoniaux, détection, toiture. Je dois aviser le conseil que je suis en conflit d'intérêt pour ce poste-là, car le but, c'est la réflexion de ma toiture. Je vais donc quitter la salle, vous permettre de faire le débat, et quand vous me ferez signe de revenir, je vais vous montrer. Alors, bonne délibération. C'est une demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux. Ça concerne la résidence de M. Fortin au 411 route de la mer. Je ne vais pas présenter le visuel parce qu'il n'y a pas de consultation publique qui est prévue, mais pour vous expliquer rapidement le cas, dans le fond, c'est la réfection de la toiture de l'habitation. C'est une habitation qui est de style cubique, néocolonial cubique, avec un toit à 4 pentes, 4 versants. C'est une toiture qui est présentement en bardeau d'asphalte, du type qu'on trouvait dans les années 80, un bardeau d'asphalte à 3 pans. Le projet, c'est une toiture en bardeau d'asphalte encore, mais qui va être un bardeau d'asphalte Cambridge qui reprend visuellement l'apparence du bardeau de sel. Selon les recherches qui ont été faites à cette époque-là, on trouvait des toitures soit en bardeau de bois, soit en tôle. Donc les deux sont acceptables pour ce type de bâtiment-là. Ce qui a été demandé, le comité consultatif de l'urbanisme a recommandé d'accepter
le projet, c'est-à-dire la réfection de la toiture en bardeau d'asphalte Cambridge. De même couleur. La même couleur. Oui, c'est un brun, c'est un brun, c'est la même couleur que la toiture actuelle, puis qui s'agence aussi aux boiseries du bâtiment qui sont un peu légales. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas qui prenne. Théoriquement, le maire suppléant, c'est Charles ou c'est encore moi? Ah, c'est encore moi? Ah! Bon, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose Jean-François. la dérogation. la dérogation? Je propose que ce soit accepté tel quel. Parfait. Donc, tout le monde sont unanimes? Merci beaucoup. Le point est terminé. On va dire à monsieur le maire. Est-ce que tu veux pas mieux juste plus tôt? Donc, vous pouvez noter mon retour, Madame la Directrice Générale. Point 10.1, règlement constituant le CCU. Alors, quelques détails, Madame la Directrice Générale? Oui, en fait, c'est que le comité consultatif d'urbanisme s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des fois là, certaines petites impossibilités, soit en période estivale ou pour différentes contraintes, à se rassembler. Donc, des fois, c'est pas tout le monde qui est disponible en même temps et tout ça. Donc, présentement, au règlement du comité consultatif d'urbanisme, il n'est pas possible, disons, d'entériner une décision ou une recommandation du CCU par courriel ou par visioconférence ou ces choses-là. Fait que c'est une demande là, qui pourrait faire en sorte que certaines petites décisions moins crunchy, disons, avec moins de détails ou des petites décisions plus faciles là, qui ne demanderaient pas une étude très élaborée, à ce moment-là, pourrait se prendre par courriel ou encore par visioconférence dans le cadre où certaines personnes ne pourraient pas être présentes au niveau du comité consultatif d'urbanisme et ainsi la possibilité aussi d'y aller avec des réunions de façon ponctuelle. Donc, que le comité consultatif d'urbanisme... Statutaire, oui, de façon statutaire, merci, que le comité puisse prévoir peut-être un calendrier qui viendrait s'arrimer avec le calendrier du conseil municipal afin que les demandes puissent être faites juste avant qu'on ait un conseil municipal, ce qui ferait qu'à ce moment-là, les gens sauraient d'avance qu'il va y avoir un CCU, donc ils pourraient se prévoir peut-être un petit peu plus à l'avance. Donc, en fait, c'est un avis de motion. Le conseil est d'avis qu'on peut regarder notre règlement, puis on va mandater notre responsable de l'urbanisme de faire une analyse du règlement en lien avec les préoccupations, en lien avec la modernisation là, de notre règlement pour voir qu'est-ce qui pourrait être apporté. Lors d'une rencontre de travail, vous pourriez nous présenter ça, là, M. Dumont. Et puis, on va avancer vers une modification là, du règlement là, pour le comité consultatif d'urbanisme. C'est bon pour tout le monde, un avis de motion? Oui. Alors, j'imagine que M. Boucher, vous voulez le donner? Oui. En tant que conseiller responsable de l'urbanisme? Oui. L'avis de motion est donné par Romain Boucher.
Point 11, motion de félicitations, artistes en fête pour le symposium 2026. Alors, l'événement s'est clos en fin de semaine. Un bel événement, artistes en fête en fin de semaine dernière. C'était quand même un événement qui a attiré encore une fois beaucoup de monde. C'est un événement dans notre cœur de communauté qui nous permet de rayonner. Il y a beaucoup de bénévoles autour de ça également. La municipalité est un des partenaires, mais on souhaitait lever notre chapeau à l'organisation. On souhaitait également là, notre reconnaissance pour le dynamisme et le rayonnement qu'un tel événement peut apporter à Sainte-Flavie. Et puis, je pense que c'est unanime comme motion de félicitations. Tout le monde est d'accord. Proposé et appuyé, résolu unanimement. C'est bon pour tout le monde. Période des questions numéro 12. Alors, la parole est à vous. Si vous avez des questions à poser, nous sommes disponibles pour y répondre. Non. Alors, les points ayant été traités, tous les sujets à l'enjeu ont été épuisés. Donc, je demanderai la levée de la rencontre. Madame Fortier lève la rencontre. Donc, l'ordre du jour est fermé. Il est présentement 20h50. Levée de la rencontre. Merci.